FM, bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes en pleine préparation. On est en fin de répétition, oui. Oui, Donc, juste pour situer, on est donc dans les studios où vous Mhm. répétez actuellement. Alors j'ai envie de commencer par une de vos déclarations envers les médias et notamment la télé. Vous avez dit la télé n'est pas un truc palpitant à faire. C'est beaucoup d'angoisse et de temps perdu auquel je ne suis pas habituée. Vous êtes angoissée là? Rassurez-moi. Non, je parle des émissions de variété. J'ai fait quand même quelques émissions de variété. On arrive le matin à 10h, on se maquille, on fait des répétitions. Et souvent, il faut attendre 10h le soir pour jouer 2 minutes d'une chanson. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de temps perdu. Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui pratique beaucoup la télévision. Donc j'ai plus le trac devant une caméra que devant un public. Ah oui, Mais je parle de ces émissions qui demandent une préparation, vraiment les gros trucs. Là, j'ai fait plusieurs choses, même à l'étranger. J'ai fait une fois comment ça s'appelle, en Eurovision, tout ça. ouais. Et c'est carrément 2 jours parce qu'on est convoqué la veille, on répète la veille, on répète le jour même. Et on passe beaucoup de temps à attendre. Tout ça pour une chanson qui dure 3 minutes, quoi. Ça paraît assez dérisoire. Moi, pendant le même temps, je fais 2 shows à 300 km l'un de l'autre. Donc, ça me paraît un peu dérisoire. Donc là, ça va, tout va bien, on vient vous voir. Mais la télévision, de façon thématique, ne m'ennuie pas. Ça peut être des rencontres intéressantes pour le téléspectateur aussi. Alors, je vais essayer rapidement de retracer votre vie. Vous êtes né en 48 à Dole, dans le Jura, c'est Déjà ça? Si loin que ça, oui. De 61 à 65, vous êtes dans une pension à un collège catholique et c'est là que vous écrivez vos premières chansons, c'est ça? Oui, c'est-à-dire je suis arrivé dans ce collège avec une vocation religieuse. J'avais 11 ans et demi, 12 ans. Et au bout de 6 jours, j'avais plus du tout cette vocation. J'avais découvert les yéyés. Et ce jour-là, c'est devenu. J'ai commencé à écrire des chansons et j'ai jamais arrêté depuis, quoi. C'est ce que vous avez J'ai fait un dans peu. votre éducation religieuse? Oui, alors là, j'ai zappé l'éducation religieuse. Et puis, bon, j'ai évolué aussi dans. C'est un peu moins yéyé ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Vous êtes croyant, malgré... Non, je préfère pas penser à ça. C'est-à-dire que si Dieu existe, c'est son problème, mais c'est pas le mien. Donc, je préfère qu'il n'y ait plus rien, que la vie, après la vie, il n'y ait plus rien, parce que s'il faut recommencer autre chose, moi, je serais trop fatigué, quoi. Donc, je préfère imaginer qu'il n'y a rien, ça me va bien comme ça. D'accord. Alors, en décembre 73, c'est votre premier spectacle. Oui. Il se nomme, vous vous en souvenez, Comme un chien dans un cimetière. Oui. Voilà. C'est une très belle affiche, d'ailleurs. Ah oui? Oui, je rêve de faire un remake de ce spectacle juste pour ressortir l'affiche qui était Pourquoi pas ça très représentait connue. quoi? Dites-nous maintenant. C'était un chien qui avait une croix sur la tête et qui avait un drapeau dans le derrière. Vous voyez, c'était très esthétique et c'était très beau en même temps. Oui, c'était symboliquement, c'était pas gratuit symboliquement, mais le dessin était superbe. On continue, alors ensuite il y a des différents cabarets parisiens et vous signez votre premier album en 77. En janvier 78, on retrouve donc l'album Dans les bacs. Et depuis, chaque année, ou presque, vous sortez un album, un disque, une pile ou un live. Oui, alors pour l'anecdote, le premier album, on l'a fait en 5 jours, mixage compris. Il a coûté 50 000 francs et il est plus vendu à près de 300 000 exemplaires aujourd'hui. C'est une bonne affaire. Oh, c'était pas moi le producteur, mais enfin c'est une bonne affaire. Mais ça n'a pas été évident tout de suite. La première année, on a bien dû en vendre 1000 à 2000. Donc tout ça pour dire que vous êtes quelqu'un de très occupé, vous trouvez le temps d'avoir 2 enfants. Et depuis le début de votre carrière, vous avez vendu plus de 4 millions d'albums. Oui. Tous vos concerts affiches complets, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? J'ai eu la chance et le privilège de vivre avec ce que j'avais choisi au départ. Et j'ai eu la chance d'être un artiste qui vit de son art et qui a un public, c'est merveilleux. À ce niveau-là, j'entends. Oui. Il n'y a rien qui vous manque. Si, parce qu'on n'est jamais. Moi, je suis un insatisfait, en même temps, je suis un peu perfectionniste. Et j'ai toujours envie de faire mieux, d'aller plus loin. J'ai surtout envie de changer parfois de route, d'avoir des aventures musicales, d'avoir des aventures poétiques et artistiques. Donc, ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est de continuer à prendre des risques et à me faire peur. Ouais, je suis à la fois un saltimbanque, quelqu'un du cirque, je suis un trapéziste avec une histoire aussi, et je suis comme quelqu'un de la route du cirque. Vous dites prendre des risques, c'est-à-dire quel genre de risque? J'aime bien parfois
sortir des chemins où ça fonctionne pour moi, pour aller vers d'autres chemins qui ne m'apporteront pas forcément la même réussite. Mais j'aime prendre ce risque, j'aime avoir des sueurs froides, j'aime avoir de... Moi, quand j'étais là, j'aurais voulu être coureur automobile. Donc, j'essaie à travers la... Enfin, en même temps, je voulais être chanteur, parce que c'est une envie que j'ai depuis toujours aussi. Mais pour moi, c'est un petit peu le même genre d'aventure, quoi. C'est-à-dire, c'est une histoire d'adrénaline, et monter sur scène, quand on a arrêté pendant 2-3 ans, c'est toujours eu... C'est pas évident en soi, il faut retrouver quelques repères, j'espère. Bon, malgré la reconnaissance fidèle de votre public, on vous voit rarement dans les médias, dans les soirées mondaines, dans les jet sets, c'est absolument pas un reproche. C'est vrai qu'on vous a jamais vu aux victoires de la musique. C'est quelque chose qui vous frustre? C'est pas mon problème. Moi, je suis responsable des choses que j'engage. Les choses qui sont engagées par les autres, je me sens complètement libre de ne pas entrer dedans. C'est pas mon histoire, c'est pas mon choix. Moi, je fais trois. Vous savez, il y a des personnes qui font à peu près un choix tous les 10 ans. Moi, j'en fais 3 à 4 par jour. Alors, mes choix, oui, c'est ma liberté que j'engage dans chacun de mes choix, et de mes joies, si on veut. Et c'est mon histoire, j'en suis responsable. Mais les choix des autres, c'est pas mon histoire. Ils m'oublient, ils ont oublié mon nom quelque part. Je n'existe pas pour eux, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais ça vous rend triste? Je pense qu'à un certain niveau, c'est pas une histoire de tristesse que ça engendre, ça engendre chez moi une histoire d'être la victime d'une injustice et surtout de l'incompétence de certaines personnes qui font pas leur travail. Parce que vous voyez, quand je fais Bercy, par exemple, et quand j'ai fait Bercy, où il y avait 17 000 personnes, c'était complet 3 semaines avant. Il n'y a rien eu, il n'y a pas eu la moindre petite ligne dans TF1, par exemple, ou dans certains journaux à grand tirage. Et ça veut dire que ce sont des gens qui ne font pas leur travail. Et c'est à ce niveau-là où ça peut un petit peu parce que j'aime bien la compétence des gens. Et chaque fois que je vois des gens incompétents et bêtes, ça me fait du mal, parce que je trouve que ça fait du mal à l'humanité quelque part, puis ça me fait du mal à moi en tant qu'humain. Donc c'est là où ça se passe. Comment est-ce que vous expliquez un public aussi fidèle, parce que vous avez vraiment un public fidèle, et une réaction comme celle-ci de la part des médias et de la profession? Mais moi, je n'explique pas les choses. Je suis quelqu'un de très occupé, parce que je suis passionné par ce que je fais, et j'enchaîne les choses que je fais, aussi bien les tournées que les disques et tout, et dès que j'ai fini une chose, aussitôt je me remets à faire d'autres choses, j'ai des projets d'autres aventures encore. Et je ne me retourne pas pour analyser les erreurs des gens à mon sujet. Ça ne m'intéresse pas en soi. Tant qu'il y aura des gens qui viendront me voir, c'est toujours l'éternelle phrase de Brecht. Qu'est-ce qu'un professeur sans élève? Qu'est-ce qu'un acteur sans public? Or, tant que j'aurai un public, ben, tout, voilà, c'est plus important. Alors, votre 13e album studio, c'est Défloration 13. Oui. Il est sorti en mars dernier, c'est ça? Oui. C'est exact. Oui. Alors, cet album, vous l'avez signé dans une nouvelle maison de disques? J'ai signé dans un nouveau label. C'est-à-dire, je suis toujours chez Sony, mais je suis maintenant chez Epic, dans une équipe que j'adore, et avec des gens jeunes et justement très compétents et qui prennent bien soin de moi. Et je suis bien. Oui. Et justement, après on arrête avec les médias, mais vous sont-ils demandé de faire un petit peu plus de promo qu'à Mais je fais toujours de la promo. Moi j'accepte tout ce qu'on me propose. J'ai fait plusieurs fois des émissions sur France 2 ou sur d'autres chaînes. Moi j'accepte tout ce qu'on me propose. Moi je suis victime d'une censure, c'est une chose, mais moi j'accepte les propositions. Sauf si le soir j'ai un concert, et comme je fais beaucoup de concerts, c'est clair que... Mais j'ai accepté, lorsqu'un certain M. Drucker m'avait invité à une émission il y a quelques années avant Bercy, 3 mois avant qu'il a annulé, pas l'émission, mais ma prestation une petite semaine avant. Moi j'y suis pour rien, c'est toujours pas, une fois de plus, c'est pas moi qui ai pris la décision.
Bon, on va parler un petit peu de vos goûts musicaux maintenant. On va fermer le débat. Alors, Epic, c'est aussi la maison de disques de Pascal Obispo ou encore de NTM. Vous vous sentez proche de l'un ou de l'autre? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont un grand éventail et qui respectent les musiciens et les artistes comme ils sont. Et c'est vrai qu'entre Obispo, NTM et TFM, c'est trois mondes différents. Et puis, si je cite tout le catalogue Epic, on va voir que c'est très varié. Pour vous donner une idée, c'est quoi vos goûts musicaux? Ma musique, disons que ma musique, entre guillemets, celle que j'écoute, elle vient du delta du Mississippi à l'origine. Elle remonte peu à peu pour aller jusqu'à Londres dans les années 60 pour créer tout le London Swinging avec l'apparition de groupes comme les Rolling Stones ou les Kings ou les Them ou les Animals et puis les Yardbirds et tous ces gens-là. Ça, j'avais 15 ans quand j'ai découvert ces groupes anglais et c'est évident qu'ils m'ont renvoyé d'abord au rock américain et au blues. Et puis ensuite, j'ai suivi progressivement tous les mouvements rock, à savoir un petit peu le rock maudit des artistes comme Jim Morrison ou Lou Reed, pour remonter ensuite à l'éclatement en 76 des Clash. J'ai appris beaucoup de textes ces derniers temps, ce qui fait que j'oublie les noms propres. Les punks, j'ai été très marqué par le mouvement punk, et puis ensuite j'ai été marqué par des mouvements comme le mouvement grunge, et puis toute l'évolution du rock, et aussi j'étais marqué par des gens comme Massive Attack plus récemment. Alors justement, vous avez dit avoir été... J'ai vécu 50 ans de musique, en gros, en y participant. Oui, j'ai à peu près suivi tous les courants musicaux dans le rock pendant... peut-être pas 50 ans, mais au moins 35 à 40 ans, puisque j'ai commencé, j'avais 10-12 ans, à m'intéresser à des gens qui s'appelaient John Lee Hooker. Alors vous avez dit avoir été un des premiers en France à ne pas rire du rap et de la techno, à essayer de comprendre comment ça marchait. Non, j'ai pas été un des premiers, mais des gens de ma génération, oui. Artistes, chanteurs, parce que... oui, j'ai été marqué parce que j'ai senti il y avait un tel rejet sur les rappeurs, que tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un rapport entre le rap des banlieues et les rappeurs et le rock dans les milieux ouvriers des années 60. Il y a beaucoup de stars de rock qui viennent des banlieues ouvrières de Londres et d'autres villes anglaises. Puis en France, il y a beaucoup de chanteurs qui ne sont pas tous fils de médecins ou d'avocats. Et j'ai vu le même rapport. Donc tout de suite, je me suis mis à respecter très fort. C'est l'histoire du rap, pas seulement la musique, mais toute l'histoire qui était assez passionnante. Vous l'avez compris aujourd'hui, est-ce que c'est une musique maintenant que vous commencez à apprécier, que vous aimez? Oui, parce que c'est un petit peu comme la musique de la Jamaïque, si j'arriverai pas à le reggae. Ça fait partie de l'histoire du rock et ça s'intègre au rock. On ne peut pas parler de rock sans parler de reggae, on ne peut pas parler de rock sans parler de rap ni de trip-hop aujourd'hui. C'est clair que tout ça, c'est le même mouvement musical. Alors justement, l'un des morceaux de votre album s'appelle « Quand la banlieue descendra sur... » C'est clair que tout ça, c'est le même mouvement musical. Alors justement, l'un des morceaux de votre album s'appelle « Quand la banlieue descendra sur la ville ». Oui. Y a-t-il un fait divers qui vous a inspiré ce titre? Oui, oui, parce que j'avais un rendez-vous dans l'Ouest, dans les beaux quartiers de Paris, et je sortais de la gare de Lyon, et c'était au milieu des années 90, quand vraiment la crise était très profonde en France. J'espère qu'on ne va pas retomber là-dedans d'ailleurs. Et où il y avait vraiment beaucoup de misère à la gare de Lyon. C'était la cour des miracles, et on voyait beaucoup de gens avec qui n'étaient pas des vrais mendiants. On voyait bien qu'il était arrivé un drame dans leur vie et qu'ils étaient là parce qu'ils ne pouvaient pas être ailleurs. Et quand on a traversé toute cette misère, et qu'un quart d'heure après on se retrouve dans certains quartiers où on voit passer des superbes voitures, j'adore les superbes voitures donc je les regarde, où on voit passer des super nanas super bien fringuées, j'aime beaucoup aussi cette vision des choses donc je regarde, mais je m'aperçois qu'on est à un quart d'heure d'autant de misère et j'ai eu cette histoire, ce flash, et j'ai pris note quand la banlieue descendra sur la ville.
Mais je m'en suis servi peut-être 5-6 ans plus tard, quand j'ai retrouvé ça dans mes cahiers de notes, et c'était mûr. Ah, vous prenez des notes? Je prends des petites phrases. Donc vous pouvez prendre des notes et vous venez de nous dire sortir une chanson de ces notes. Ah oui, j'ai écrit des chansons des fois 15 ans après des notes, parce que je peux les perdre mes notes, et puis je peux les retrouver. Donc, c'est comme un cadre à ce moment-là. Ben, si je suis devant une feuille blanche et que je retrouve ces notes, oui, c'est intéressant. Alors en même temps, vous continuez à vivre dans le Jura. C'est là d'ailleurs vous avez... Oui, j'aimerais vivre dans le Jura. Vous avez en partie... Et j'essaie d'y travailler parce que ça me permet de vivre. Mais les gens qui disent que je vis dans le Jura, ils exagèrent parce que c'est plus un souhait. C'est vrai que j'ai une propriété dans le Jura, mais je suis tellement sur la route, et je passe tellement de temps dans les hôtels et je passe aussi tellement de temps à Paris que ça... Oui, quand je suis heureux là-bas. C'est quelque chose qui vous fait fuir la ville? Oui, une fatigue sociale, c'est-à-dire que je pense pas que je suis un rustre ni un ours. Je pense même que j'ai une certaine culture qui me permet de pouvoir avoir des fréquentations avec d'autres personnes. Mais je suis quelqu'un de très sensible, c'est d'ailleurs pour ça que j'écris des chansons, et j'ai besoin de me récupérer, c'est-à-dire j'ai besoin d'aller me mettre un peu de mercurochrome, je suis un gros consommateur de solitude et de silence. Donc le Jura pour moi c'est une terre promise. Vous avez écrit Alligator 427, 10 ans avant la catastrophe Tchernobyl. Vous avez écrit en 70, un de vos gros tubes d'ailleurs, c'était La fille du coupeur de joint. Et aujourd'hui, on vient de le voir, on vient d'en parler, pardon, vous avez écrit Quand la banlieue descendra sur la ville. Donc vous nous avez raconté un petit peu que cette idée est née il y a 6 ans. Mais est-ce que vous vous sentez avant-gardiste avec des chansons comme celle-ci? Ce serait un peu prétentieux de ma part. Non, mais surtout si vous me dites que c'était il y a 6 ans que vous avez... Vous voyez, les journaux d'avant-garde me renient, donc je dois être un avant-gardiste. Disons que quand on écrit, quand on compose, quand on rêve musicalement, quand on rêve poétiquement, on fait beaucoup appel à l'imaginaire. Et l'imaginaire... Tchernobyl, il fallait bien l'imaginer. Hein. Comment? Tchernobyl, il fallait bien l'imaginer. Quand vous êtes passé plusieurs fois devant des centrales nucléaires, et quand vous savez qu'il y a quand même certains dangers, vous pouvez imaginer Alligator 427 et vous pouvez imaginer Tchernobyl après. Quand vous avez visité certaines villes où il y a des tours immensément hautes, vous êtes monté au-dessus de ces tours, vous pouvez imaginer aussi qu'il y a des cinglés qui peuvent s'amuser à jouer avec ça. Donc tout est possible. Moi j'ai un imaginaire qui fonctionne à outrance et qui ne va pas seulement dans les choses bien. Je peux imaginer le pire. Alors aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, quel serait le thème qui vous inspirerait? Oui, il y a beaucoup de thèmes. Pour l'instant, je ne suis pas en période d'écriture. Mais ce que je veux dire, c'est un petit peu ce que répondent aussi les auteurs de science-fiction. Souvent, ils disent on raconte des choses catastrophiques. Justement, c'est pour pas qu'elles arrivent. Et j'aurais bien voulu que Tchernobyl n'arrive pas. Vous voyez, c'est clair. Et je ne souhaite pas que la banlieue descende dans la ville comme je l'ai décrite, c'est-à-dire avec beaucoup de fumée et de sang. Je préférais que les gens prennent conscience des choses et se mettent à travailler pour qu'il y ait un peu plus de justice, pour éviter la violence. Ça fait partie de mon petit rôle d'artiste, quelque part. Vous avez été SDF dans les années 70 ? Oui, ça m'est arrivé de ne pas savoir où dormir, et ça m'est arrivé parfois de rester longtemps sans manger, à en être malade, oui. Vous avez goûté à la drogue. Comment est-ce que vous expliquez? Beaucoup de gens de ma génération. Non, mais c'est pas un reproche, c'est que ma question est la suivante, c'est comment est-ce que vous avez envie d'expliquer ce fléau à vos enfants ou même au public? Bon, c'est clair, à mes enfants, aux plus grands, je lui dis que si un jour il a envie de fumer un joint, qu'il m'en parle avant, que je préfère qu'il le fume avec moi plutôt que d'aller fumer n'importe quoi avec des choses chimiques. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, c'est catégorique pour tout ce qui est, tout ce qu'on sait pas, tout ce qui est poudre, tout ce qui est chimique, quoi, c'est clair. On ne peut pas empêcher des jeunes de faire leurs propres expériences. Seulement, à partir du moment où je connais un petit peu l'histoire de la drogue et des drogues, je préfère qu'ils ne fassent pas ça loin de moi, en cachette, et avec des conneries. Je préfère que ça se fasse sainement. La nuit
s'achève, les étoiles belles, le jour se lève, ta mère belle et ton rêve amer commence en transe et sans trêve en enfer. Car tu sais qu'on achève les nouveau-nés, les fous de l'année qui cassent la cadence. Dès que tu nais, on te met le pied à l'étrier pour ramer toute la journée. Tu es damné, tu es fiché sur le fichier qui fait chier les possibles, les soufflés et les chats soudés. Et chiffré par le chef qui te dit l'apprenti, si tu fais pas ça, tu sais la vie. C'est pas du cinéma, tu dis le mercredi, vendredi pleurera, et sans doute cramera son karma comme un rat de marée. Oh là là, la musique, puis l'employé du mois jamais ne deviendra. Oui. Est-il une grande cause pour laquelle vous aimeriez vous engager, ou peut-être y en a-t-il déjà une pour laquelle vous êtes activement engagé? J'ai l'impression que vous mettez ça un petit peu... Enfin, vous êtes un petit peu... Je ne peux pas être militant. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on vous voit jamais... Enfin, je vous ai jamais vu aux enfoirés. Pourquoi? Parce que c'est quand même une belle cause. Moi, je me bats un peu dans mon coin. Je suis quand même... J'ai monté le parti des solitaires et on peut défiler tout seul. Dans le syndicat des solitaires, on peut forcément revendiquer que tout seul. Mais parce que c'est... Mais je ne fais pas le malin en disant ça. C'est simplement parce que je ne sais pas marcher au pas avec d'autres. Je me suis engagé quand j'étais beaucoup plus jeune. Politiquement, j'ai fait partie à une époque du premier mouvement écologique à la fin des années 60. Et je suis parti au bout de 3 semaines parce que je ne supportais pas les gens qui étaient censés avoir les mêmes idées que moi. Donc je peux pas arriver à rester longtemps avec d'autres gens, même pour défendre une idée, si juste soit-elle. Moi, je fais à ma façon et je le dis à ma manière, avec ma musique, avec mes mots. Oui, mais j'en fais pas... je suis désolé, je suis pas bien si je suis pas solitaire. C'est ça le problème. Et si je suis pas bien, je ne vais pas pouvoir parler des grandes causes, vous voyez. Il vaut mieux que j'aille vers les grandes causes à ma façon tout seul, que de ne pas y aller en me battant avec les autres. Alors en 20 années de carrière, voire 30... Rencontrer, mais on ne vit pas en communauté ensemble. Alors sans langue de bois, en toute franchise, je vais vous donner des noms d'artistes qui, comme vous, connaissent de longues carrières. J'aimerais en 2 mots que vous me dites ce que vous en pensiez. C'est difficile comme question. Je ne suis pas obligé de dire... Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Je ne suis pas obligé d'aimer tout le monde, je ne suis pas obligé de dire du mal des gens que j'aime pas, vous voyez. La plupart du temps, il y en a beaucoup qui me laissent de marbre, mais ce ne serait pas élégant. Je vous donne des noms, mais il faut me dire j'aurais peut-être la langue de bois parce que j'ai pas envie de faire de... D'accord, alors je vous pardonnerai. Johnny Hallyday. C'était une de mes idoles quand j'avais 12 ans et c'est quelqu'un qui est un vrai rocker, qui est un vrai mec du rock'n'roll. Et oui, c'est une belle carrière. Je ne suis pas obligé d'aimer toutes ses chansons, ni d'aimer tout ce qu'il fait. Mais j'ai eu une admiration pour lui quand j'étais jeune. Et je suis fidèle à mes amours de jeunesse, d'enfance même. J'ai chanté Kilowatch, vous voyez, mes premières chansons avant que j'écrive, c'était Kilowatch, c'était Pour une poignée de terre, c'était Le pénitencier ensuite. Donc voilà, il a fait partie, j'ai des milliers de mètres, que Johnny, c'est sans doute un de ceux-ci, avec la même époque. Je sais que Nougaro, à la même époque, m'impressionnait beaucoup aussi. Et Mitchell? C'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup l'humour et la carrière aussi. Michel Sardou? Je connais pas trop. Et pour finir, Bernard Lavillet? On passe, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Là, on revient à Défloration 13. On a compris, 13, c'est pour marquer votre 13e album en studio. Pourquoi parlez-vous de défloration? Parce que vous n'êtes pas vraiment vierge dans ce métier. Oui, mais là, j'ai pris un virage et je suis reparti avec un nouveau manager, un nouveau régisseur, une nouvelle société de production scène, puisqu'on a monté le relais de production pour la tournée qui vient. Parce que j'ai pris de nouveaux musiciens, parce que j'ai pris de nouveaux conseillers artistiques et que je suis reparti un petit peu à zéro, que j'ai voulu prendre un virage. Et même musicalement, il y a un virage qui est pris entre le dernier album et les albums précédents.
c'est pas la première fois que j'ai fait des virages. J'ai eu dernière balise Oui, c'est ça. avant mutation au début des années 80. Et disons que c'est un petit peu la même histoire que dernière balise avant. C'est un mot fort. Oui, mais j'ai jamais eu peur de la force de certains mots. J'aime bien utiliser les mots comme... J'aime bien ce qui est un peu fort. J'adore les piments, j'adore les alcools blancs. J'aime oui, ce qui me remue, j'aime les gros moteurs qui ronflent. Donc j'aime la force, j'aime la puissance des mots aussi et des images. Et des choses qui vous agacent dans ce métier? Oh ben, je suis agacé tout le temps, je suis un perpétuel agacé, mais ça, c'est au niveau du détail et du quotidien, donc j'ai pas comme ça une histoire à vous raconter. On va parler de ce qui vous excite le plus dans ce métier. C'est la tournée, c'est le moment d'enregistrement, c'est l'écriture. Ben oui, j'ai trois vies, c'est trois vies qui se complètent, donc j'ai une vie vraiment de solitude et de silence où je me lève très tôt pour écrire mes chansons. Ensuite, j'ai une vie à peu près un petit peu sociale déjà, où je m'entoure de musiciens pour faire l'album, de musiciens, d'arrangeurs et de producteurs pour faire l'album. Donc là, c'est déjà une autre vie. Et c'est une vie très festive aussi. Et puis, il y a la vie sur scène qui est un complément des deux, puisque je suis d'un côté aussi entouré de toute une équipe, parce qu'une tournée, c'est 30 personnes, c'est un cirque qui va de ville en ville. Et puis dans chacune de ces villes, il y a le public qui est là, il y a un échange entre nous, c'est-à-dire que c'est sûr que les 20 premières minutes de concert, je dois donner l'énergie, c'est moi qui amène les choses, et qu'en fin de concert, j'ai le droit d'être fatigué parce qu'il me renvoie toute l'énergie que j'ai dépensée. Et finalement, on peut monter, j'ai fait l'expérience de monter sur scène avec 42 fièvres et d'en sortir guéri parce que les gens m'avaient renvoyé leur énergie. Et puis, quand il renvoie beaucoup d'énergie, parfois on flotte à 10 cm de la scène. Donc c'est ça, c'est une chose magique aussi. Mais tout est magique parce que quand je suis tout seul dans ma solitude et tout d'un coup j'ai une chanson qui tombe, 2 heures après, je ne sais pas comment c'est venu, quoi. Je ne sais pas comment la musique est venue s'imbriquer avec ces mots pour en faire une chanson que finalement j'aime. Donc c'est toujours plein de magie, plein d'inattendus et de surprises. Alors Défloration 13, c'est un album résolument trip-hop. Quelles étaient les musiques? Je ne me considère pas ni comme trip-hop, ni comme rappeur. Je pense que j'évolue avec le monde dans lequel j'aime vivre et que je ne peux pas rester trop longtemps avec quelque chose que j'aime sans essayer moi-même de m'y jeter à corps perdu. Mais enfin, c'est pas un album trip-hop. Il y a une influence trip-hop, il y a une influence hip-hop aussi. Il peut y avoir une petite influence techno. Mais parce que ça fait partie du monde dans lequel je vis, mais j'ai l'impression que cet album est très proche de moi. C'est peut-être le plus proche de tous mes derniers albums. C'est un album que vous avez envie de qualifier de sommaire. Vous ne qualifiez pas vos albums en règle générale, c'est ça? Non, je pense que... Oui, en quelque sorte. Mais je ne prends pas la génération spontanée, donc je m'inspire de tout ce qui se passe. Des fois, je suis dans un bistrot, j'entends une phrase, et il y a quelqu'un qui dit une connerie au bar, moi je la note, et c'est possible que 2 mois après, ça revienne dans une de mes chansons, parce que je prends aussi dans la rue, là, pour ramener, je suis un peu comme le facteur cheval, je vais chercher un peu partout les petits trucs pour les ramener là, et faire ma maison avec, mon tombeau. Enfin, j'ai jamais eu l'occasion de visiter, je crois que on dit le palais du facteur cheval, donc, et il a fait ce palais avec des petits bouts qu'il ramassait tous les jours. Moi, je fais un peu mes albums, mes chansons de la même façon. Et des chansons ou des musiques que vous avez écoutées pendant l'enregistrement de cet album? J'écoute j'ai des périodes où j'écoute beaucoup de musique. Mais quand je suis moi-même à faire 8 à 10 heures de musique par jour, vous savez, on dit les vaches boivent pas de lait, les chevaux jouent pas au tiercé. Donc c'est un peu ça, quand on sort de studio et qu'on a passé toute la journée dans la musique, on va pas... Votre titre fétiche sur cet album, il y en a un? Tous. Oui, parce que tant que j'ai eu un problème avec un titre, je l'ai retravaillé jusqu'à ce qu'il me plaise vraiment. Et il y a des titres qui m'ont demandé beaucoup de travail. Donnez-moi-en un ou deux. Je pense que le premier titre de l'album était un morceau très, très difficile, qui était très difficile à créer et ensuite à faire tourner.
Et ça peut être un morceau. Et j'adore ce morceau aujourd'hui, mais je sais tout le travail qu'il m'a donné. Et puis il y a d'autres titres qui tombent du ciel, quoi. C'est-à-dire, ils se font Oui, qui naissent très, en très 5-10 facilement. minutes, Oui. ils sont là, il n'y a Alors, rien à retoucher. C'est le cas du Touquet juillet 1925, le soleil joue sur nous. C'est tombé, il y avait un rayon de soleil sur mon bureau, jusque sur le manche de ma guitare. Et ça s'est enchaîné en 10 minutes, la chanson était finie. vous partez en tournée, donc une tournée de 50 dates. Vous démarrez pour 2001. Pour 2001, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Et vous reprenez ça en 2002. en 2002. Comment est-ce que, bon là vous me l'avez dit, hein, vous êtes en train de travailler donc votre scène, comment est-ce que vous allez retranscrire cet album sur scène? Ben, assez proche, sauf que on va le jouer, on va le jouer. Et on va essayer de le retranscrire aussi avec des lumières. Et je crois que je suis assez content de la personne que j'ai choisie pour faire les lumières. Et je crois qu'il va tout mettre ça bien. Vous êtes excité quand même? Oui, parce que je pars avec une grande équipe. Et je ne connais pas toute cette équipe. Mais j'ai beaucoup confiance parce que je les ai tous choisis quelque part. Et j'ai envie de voir comment tout ça, on va s'éclater ensemble sur la route. Alors une dernière question, une question incontournable avec un album qui s'appelle Défloration 13. Est-ce que vous êtes superstitieux? Justement non. Enfin pas, je sais pas. Vous m'auriez dit oui, ça allait en contradiction avec le reste. Mais parce qu'on avait des gens superstitieux m'avaient conseillé de faire un double album pour éviter le 13, vous voyez. Ah oui. Alors, ça resterait quand même le 13e album. Plutôt que d'éviter, genre, moi je suis tombé en plein dedans, j'ai dit au contraire, je vais l'utiliser le 13. Et vous voyez, on est ici le 13 oui, rue, c'est ce que j'ai le vu studio est au 13 rue, et je suis arrivé ici le 13 au matin, et dans la voiture 13 du TGV. Donc, ouais, j'aime bien les chiffres, j'aime bien m'amuser à avoir. Vous savez, on connaît rien. On connaît rien du monde. On connaît ce qu'on nous a appris, mais c'est quoi? C'est un cinquième. On connaît rien. Alors moi j'aime bien me raccrocher à des petits trucs pour en faire des jolies histoires, pas pour en faire une science ni une vérité. Mais j'aime bien avoir ma vie un petit peu balisée par ces petites lumières, ces petites choses qui brillent, ces petites choses magiques comme les chiffres. Est-ce que le 13 maintenant devient votre chiffre fétiche? Pour l'instant, mais ça va pas durer. Des signes comme ça de la vie. Oui, je balisais un peu les choses. Je sais, par exemple, il y avait un album qui s'appelait Soleil cherche futur. J'avais, en inversant Soleil, on avait un chiffre qui apparaissait. Donc voilà, et j'avais fait l'analyse de tous les chiffres à l'époque, et mon chiffre, c'était le chiffre 5, et l'album était le 5e. Et tout en prenant tous les chiffres qui faisaient partie de ma vie et en les ramenant au plus petit, j'avais 5. Hubert Félix Stéphane, je vous remercie infiniment. Et c'est moi qui vous remercie. Bonne chance pour cette tournée. Merci. La plus avance dans la danse, mais faut apprendre à reculer, à dépasser, faut pas comprendre, faut pas fouiller, pas mettre les yeux dans le même panier, ni les doigts dans le nez, ni les nez au fond des nez, pas fumer dans les cabinets, ni picoler sur l'oreille et voir où bander, faut choisir. La vie c'est pas de dans une salle de production avec du popcorn à la con. Elle est de manicher sur des nichons au bout de l'absent, l'abseur qui te fait l'ascension de ton manque de néant. Dans les petites culottes, il te serre le saut dans la foule, vas-y cool, roulez vous cool, ma poule. La vie c'est pas qu'un vie, y'a tous les sandwichs, qui Drucker le dimanche et Noël le jeudi. À Joshua, oui. Mais y a pas que les conneries futiles et dérisoires qui flinguent le quotidien du citoyen moyen. Il y a les horreurs que nous livre l'histoire à la une des journaux pour faire jouir TF1. Entre bombardements, accidents, tremblements de terre, ici ou là dans l'attentat du temps. Pas la peine de t'inscrire pour les tribulations du Rouni Jean-Marie parti en Algérie, pour que t'aies la vision des cruelles perversions ineffables infamie de ces démocraties. It's not utile tout de relire Cheyenne, Automne ou autre chose de Marie Santos pour connaître la cause des névroses, des nécroses, overdoses, cirrhoses des autochtones, piégés par la psychose des visages roses moroses.